La voix du littoral. La voix du littoral. La voix du littoral. Érosion côtière, inondations, pollution des côtes, des phénomènes qui dégradent nos côtes et menacent notre cadre de vie. Le programme de gestion du littoral ouest-africain WACA. Dans une émission radio, La Voix du Littoral donne la voix au peuple et apporte des solutions avec WACA. C'est tous les 15 jours, un samedi sur deux, de 11h à midi, sur la RSI, Radio Sénégal International, pour débattre des problèmes du littoral. Avec WACA, œuvrons ensemble pour la résilience des communautés côtières. Des émissions qui sont sponsorisées par la Banque mondiale et les partenaires du WACA sur la RSI, Radio Sénégal International, 92.5. Bonjour et bienvenue dans votre émission La Voix du Littoral. La Voix du Littoral, c'est votre émission qui va parler des changements climatiques, de l'érosion côtière, des inondations. Cette émission vous a été offerte par la Banque mondiale et les partenaires du WACA. Et aujourd'hui, dans l'émission La Voix du Littoral, nous allons parler du projet de loi sur le littoral. Et pour en parler, nous recevons dans ce studio Monsieur Professeur Ibrahim Ali. Il est professeur titulaire des universités et en plus, il est agrégé de droit public et sciences politiques. Bonjour professeur et merci d'être venu. Bonjour Mariam, merci de m'avoir invité. Merci beaucoup professeur. Nous allons parler du projet de loi sur le littoral. Et quand on parle du littoral sénégalais, on va s'attendre à l'artificialisation du littoral, la dégradation des côtes, la pollution entre autres. Qu'en est-il de ce littoral sénégalais ? Eh bien, le littoral sénégalais, il a deux parties principales. Il y a la partie terrestre qui est la plus connue, mais il y a également la partie marine. Et sur ces deux parties, qu'on appelle le littoral globalement, il y a un ensemble de phénomènes qui se produisent sous forme de dégradation, avec l'anthropisation, les activités économiques, les violations des textes, les occupations irrégulières. Donc, beaucoup de questions se posent sur le littoral et c'est la raison pour laquelle, pour freiner un peu cette dégradation, le gouvernement du Sénégal a entrepris de rédiger un projet de loi sur le littoral. Mais en réalité, ce n'est pas qu'un projet de loi, c'est en réalité un projet de loi et un projet de décret. Donc, alors, la loi va fixer les principes fondamentaux et le décret va définir un peu les modalités d'application avec un organe qu'on appelle l'ANGIL. Avant de parler même de ce projet de loi qu'on attend depuis des années, plus d'une dizaine d'années, on va parler également du niveau de dégradation des côtes. D'abord, comment est-ce que vous mesurez cette dégradation des côtes au Sénégal par rapport à la pollution marine et tout ça ? Alors, il faut toujours examiner les deux situations. Il y a d'abord la situation anthropique. Beaucoup de phénomènes qui se produisent sur le littoral sont dus aux activités humaines. La croissance démographique, les occupations. Si vous promenez sur les côtes dakaroises les plus connues, les plus médiatisées, je vais citer les grands hôtels qui sont au bord de la mer, ce sont des institutions, des structures qui ont reçu des autorisations en bonne et due forme. Donc, c'est l'aspect un peu social anthropique. Maintenant, il y a, bien sûr entendu, avec le changement climatique, il y a des phénomènes naturels avec l'érosion côtière, dont l'une des causes est aussi anthropique, il ne faut pas oublier. Donc, c'est la conjonction de ces phénomènes naturels et de ces phénomènes anthropiques qui explique l'état de dégradation du littoral actuel. Alors, il faut préciser que ce n'est pas propre au Sénégal. Je ne dirais pas que nous avons les côtes les plus protégées, mais elles ne sont pas les plus abîmées si vous allez dans d'autres pays dont certains participent même au projet WACA. Vous verrez que ces deux aspects sont extrêmement importants. Les aspects anthropiques et les aspects naturels. Alors, est-ce que cette dégradation des côtes n'est pas la cause, par exemple, des enjeux de ce littoral? Parce qu'on a constaté qu'il y a beaucoup d'infrastructures au niveau du littoral, il y a les entreprises, il y a beaucoup d'activités également qui se passent le long du littoral sénégalais. Je vous dirais que tout le monde aimerait habiter sur le littoral. Si on vous proposait d'avoir une maison sur la côte et une autre maison à l'intérieur du continent, c'est sûr que vous réfléchirez, mais vous direz, j'aimerais bien habiter sur la côte, ça me permet d'avoir une vue
de la mer, et puis il fait moins chaud, en tout cas à plus de 80% du temps de l'année. Et donc c'est quelque chose qui pousse les gens à se battre pour avoir un papier en bonne et due forme, occuper le littoral. Malheureusement, mais professeur, le droit d'avoir une maison au bord de ce littoral sénégalais ne nous donne pas également ce droit d'empêcher aux autres de respirer de l'air pur. Absolument, vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, on parle de loi littorale, mais il y a d'autres textes qui s'appliquent. Et parmi ces textes, vous avez le code de l'urbanisme, le code de l'environnement, et le code du domaine de l'État, le code de la marine marchande, le code de la pêche maritime. Et nous avons de nouveaux textes que j'appellerais les plus médiatisés, notamment le code pétrolier, le code gazier, parce qu'on a découvert des ressources naturelles nouvelles, pétrole et gaz, qui vont commencer à être exploitées en principe en 2023. Vous avez raison, quand on a un papier en bonne et due forme, ça ne donne pas le droit de remettre en cause les droits des autres populations. Mais ça, c'est un problème d'application des textes. Il revient aux autorités. Quand je dis autorité, ce n'est pas seulement l'État, c'est aussi les collectivités décentralisées, parce qu'on a un code des collectivités territoriales. Et il y a également toutes les autres entités, les ONG, la société civile, les populations. Tout le monde doit être impliqué. Et c'est de la bonne interprétation des textes. Mais pour bien interpréter, il faut d'abord connaître. Et on entend beaucoup de gens dire n'importe quoi dans la presse, dans les médias sur les textes, alors qu'ils n'ont pas véritablement pris connaissance de tous les enjeux. Je pense que c'est très important de faire ce premier exercice d'abord avant de se prononcer sur telle ou telle question. Les enjeux du littoral sénégalais qui sont énormes. Ça, il faut le dire. Ils sont énormes. Et maintenant, en parlant des conséquences de cette occupation du littoral sénégalais, que peuvent être les conséquences de cette occupation de ce littoral? Le littoral est très convoité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et lorsque toutes les mesures de mitigation ne sont pas prises pour freiner, pour contrôler et gérer les impacts négatifs sur le littoral, on a des conséquences à court, moyen et long terme. Et je le disais, il y a deux pans un peu des conséquences. Vous avez les actions anthropiques et les causes naturelles. Alors, ces deux causes, il faut les conjuguer et les appréhender, peut-être pas de la même façon, mais en tout cas les prendre en compte dans la réflexion. Et les conséquences peuvent être graves. C'est la raison pour laquelle le projet de loi littoral a été rédigé pour anticiper un peu toutes les conséquences qui peuvent se produire sur l'occupation littorale. Alors, je précise bien qu'il y a des textes en vigueur, je l'ai dit tout à l'heure. On n'est pas dans un vide juridique. Quels sont ces textes en général? Ces textes sont connus, à commencer par le Code de l'environnement, le Code de 2001, qui est aussi en révision, très avancé, et dont la révision prend en compte les éléments prévus dans la mouture du projet de loi littorale. Donc le gouvernement tient compte de tout ça. Ensuite, il y a d'autres textes, le Code de la pêche maritime, le Code de l'urbanisme, et tous les textes concernant la gestion des ressources. Les conventions internationales? Oui, les conventions, elles sont au-dessus des lois. Le gouvernement doit veiller à ce que les lois nationales qui sont adoptées le soient en conformité avec les conventions internationales. Et ces conventions, pour le littoral, elles sont nombreuses, mais la plus connue, qui est en relation avec le programme WACA, elle n'est pas la seule. C'est la Convention d'Abidjan sur la préservation du milieu marin et des zones côtières de l'Afrique de l'Ouest, du centre et du sud. Cette convention comprend 22 parties, 22 États membres. Et d'ailleurs, cette convention, dans ses provisions, demande aux États de prendre les mesures d'application nationale pour préserver les zones côtières et le littoral. Maintenant, on a déjà des textes nationaux, comme je l'ai dit, environnement, pêche, urbanisme, aménagement du territoire. Il faudrait que la loi littorale, dans ses provisions, soit en conformité et n'entre pas en chevauchement, en contradiction avec les autres institutions et les lois en vigueur. C'est tout le travail
que le gouvernement est en train de faire avec la coordination du ministère de l'Environnement. Le ministère de l'Environnement essaye, en associant un peu les activités des autres structures, essaye de faire en sorte qu'il y ait une synergie dans les actions et une bonne coordination entre les institutions. Parce que le projet de loi littoral a prévu la mise en place d'un organe qu'on appelle l'ANGIL, l'Agence nationale de gestion intégrée du littoral. Et pour parler même de cette agence, vous venez d'évoquer justement le projet du WACA, qui est un projet régional qui concerne 6 pays, à savoir le Sénégal, Bénin, Togo, la Mauritanie, il y a également Sao Tomé et Principe et la Côte d'Ivoire. Alors, pour parler de ce projet, en quoi ce projet pourrait aider à une bonne gestion du littoral? Alors, ce projet est financé par la Banque mondiale et comme vous le savez, il y a un volet sous-régional, parce qu'il y a plusieurs pays, comme vous l'avez dit, mais il y a une équipe nationale, un volet national de ce projet WACA. Et son rôle, c'est d'appuyer le gouvernement, d'aider les autorités à mettre en œuvre les objectifs qui ont été définis. Entre autres, cette loi littorale, il n'y a pas que la loi littorale, parce que la loi littorale s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de gestion intégrée. Une stratégie nationale de gestion intégrée qui est déclinée par un plan national de gestion intégrée. Et cette stratégie et ce plan, la réflexion n'a pas commencé maintenant, elle date de plusieurs années. En 2013, il y avait eu une mouture très avancée, mais qui malheureusement n'avait pas pu aboutir à des résultats concrets. C'est ce qui est repris actuellement pour essayer d'aller plus loin et d'aboutir enfin, si j'espère bien que le projet de loi va cette fois-ci être adopté par la nouvelle Assemblée nationale, oui, qui a été élue, parce que le projet de loi date de très longtemps, depuis 2013, depuis 2008, on court après ce projet de loi. Si je dis on court, c'est parce que personnellement, j'ai travaillé dans toutes les phases de rédaction avec le ministère de l'Environnement. On est en parfaite collaboration, en parfaite synergie pour faire aboutir ce dossier. On espère je dis bien on espère qu'on pourra voir le bout du tunnel incessamment. Bien sûr, avec la nouvelle Assemblée, on peut avoir de l'espoir, c'est possible. Nous allons parler également du projet de loi, mais également du projet WACA. Parce que quand on sait que le WACA a des domaines d'intervention au niveau du Sénégal, de l'Afrique en général, mais au niveau du Sénégal. Au niveau du Sénégal, quelles sont les zones d'intervention de ce projet du WACA? Le WACA intervient dans tout ce qui est le littoral et les zones côtières. Donc pour le Sénégal, c'est les 700 km de côte, vous savez, 718 km ou plus, ça va de Saint-Louis au Cap Skirring. Donc, le WACA est là c'est un programme d'appui aux activités du gouvernement. Mais le WACA ne peut intervenir qu'en appui que si les autorités, bien sûr, elles le font en parfaite synergie. Donc, le ministère de l'Environnement, mais la direction de l'environnement qui est un peu le bras armé de cette activité, de ce programme, mais en synergie et en collaboration. Avec le colonel le colonel Cheikh Daouda Diallo, qui est le coordonnateur du programme national, WACA. Et la coordination fait intervenir, je crois, toutes les autres entités impliquées sur le littoral. Parce que vous avez plusieurs domaines d'intervention. Vous avez le tourisme, la pêche, l'industrie, les collectivités territoriales, vous avez l'aménagement du territoire. Et donc, il faut quelquefois faire un arbitrage sur des propositions qu'il faut faire, et ce n'est pas facile. Je dois dire que ce n'est pas propre au Sénégal, ça c'est dans tous les pays. Je prends un exemple, la loi littorale en France, elle a été adoptée de manière douloureuse, mais ça a pu aboutir quand même à quelque chose de concret, et l'expérience d'autres pays aussi qui ont des connaissances sur le littoral peut servir en faisant le benchmarking. C'est extrêmement important. Je rappelle que vous êtes en train de suivre votre émission La Voix du Littoral. Vous pouvez appeler sur le 33 849 12 45, faire une contribution ou poser une question par rapport à notre thématique d'aujourd'hui, le projet de loi sur le littoral. Et nous sommes avec le professeur Ibrahima Ly. Professeur, quand on parle du projet de loi qui est en élaboration
et qu'on espère bientôt qu'on le verra en vigueur, et tout ça par rapport à son décret d'application. On espère. En quoi consiste ce projet de loi et quels sont les textes qui sont dans ce projet de loi? Alors, il y a en réalité deux textes. Quand on dit le projet de loi littoral, il y a la partie législative, c'est le projet de loi en lui-même, et il y a la partie réglementaire, le projet de décret. Alors, le projet de loi, il contient des dispositions qui ont été adoptées, je dis bien, par l'ensemble des structures. Il n'y a pas que le ministère de l'Environnement qui a proposé seul, même si la coordination est très faite par le ministère de l'Environnement à travers la DEC et le projet WACA. Donc, toutes les structures impliquées sur la gestion du littoral ont été partie prenante à la rédaction de ce projet de loi littoral. Alors, la mouture consiste à définir un peu les raisons pour lesquelles il faut protéger le littoral et les raisons pour lesquelles il faut adopter une loi nouvelle spécifiquement consacrée à la gestion intégrée du littoral. Pourquoi? L'exposé des motifs explique cela parce que on a d'autres textes qui continuent de s'appliquer. Au moment où nous parlons, le littoral est géré par le Code du domaine de l'État, Les lois qui sont en vigueur. le Code de l'environnement, le Code de la marine marchande, toutes les autres lois qui sont en vigueur. Elles sont, donc il n'y a pas de vide juridique. Donc l'enjeu principal, c'est de faire adopter cette loi en maintenant des principes qui ont été proposés à l'intérieur sans être en contradiction. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, c'est le projet de décret. Ce projet de décret met l'accent en réalité sur les mesures d'application. Alors pourquoi un projet de loi et un projet de décret? Un projet de décret est là pour compléter la loi. On est dans ce qu'on appelle en droit le pouvoir législatif subordonné. C'est-à-dire que le pouvoir législatif subordonné par opposition au pouvoir législatif autonome, c'est que quand vous avez le pouvoir réglementaire plutôt, pouvoir réglementaire, le décret fait partie du pouvoir réglementaire subordonné à la loi. C'est-à-dire que le projet de loi littoral a prévu des dispositions, il faut maintenant que le décret prenne les mesures d'application. Et la loi, dans un de ses chapitres, a annoncé la création de l'ANGIL. C'est l'organe qui est chargé ou qui sera chargé, mettons au pluriel, au futur, qui sera chargé de la gestion intégrée du littoral. Quelles sont les entités qui composent cette autorité? Non, cette autorité, elle a été proposée dans le cadre des discussions qui ont été faites durant tout le processus d'élaboration. Alors, elle aura une nature tout à fait autonome, c'est-à-dire qu'on lui permettra d'intervenir sur toute la gestion intégrée du littoral, sans pour autant remettre en cause les attributions des autres directions en vigueur. Est-ce qu'il y aura une coordination? Une bonne coordination qui est prévue. C'est ça qui est prévu et c'est sur ce point que les avis des administrations sont pris en compte. C'est sur ce point que les avis de tous les acteurs, pas seulement les administrations, même la société civile, même les collectivités territoriales, sont prises en compte. Alors, le processus est très long. On a fait plusieurs réunions et il y a eu des discussions et des observations ont été faites sur la mouture finale qu'il faut donner à cet ANGIL. Je rappelle que cet ANGIL aura une dimension territoriale un peu qui couvre le littoral et il ne s'appliquera pas aux autres parties du territoire. Ce n'est pas comme la direction de l'aménagement du territoire qui, elle, a une compétence plus large. Ce n'est pas comme la direction de l'environnement qui a effectivement une compétence plus large. Donc l'ANGIL, c'est vraiment l'autorité nationale de gestion intégrée du littoral. Et quand on dit gestion intégrée, on prend en compte tous les aspects qui se présentent sur le littoral. Et ces aspects sont divers. Vous avez la pêche, vous avez la pollution, l'érosion côtière, vous avez l'industrie, l'urbanisation, vous avez toutes les occupations qui ne sont pas conformes. Vous avez la marine marchande, comme je le disais, parce qu'il ne faut pas oublier que d'autres structures sont là également, comme l'ANAM ou comme la ASMA. Donc, il y a au sein de l'ANGIL, il a été prévu la création d'un comité interministériel ou intersectoriel
Et dans ce comité intersectoriel... Et c'est pour parler du comité de pilotage? Oui, qui joue un peu le rôle de comité de pilotage. L'expression comité de pilotage n'est pas celle qui a été mise dans la loi, mais le comité intersectoriel joue un peu ce rôle parce que toutes les décisions qui seront prises devront être filtrées, examinées par ce comité dans lequel tous les acteurs sont présents. En principe, si le système proposé fonctionne bien, rien ne sera décidé sans que tous les acteurs principaux ne soient informés et qu'ils prennent position en donnant leur avis. Je pense que en tout cas, c'est un vrai challenge. Si cela marche, ce sera un succès. Professeur, est-ce que dans ce projet de loi, il est prévu la rétroactivité de cette loi? Bon, pour des raisons de sécurité juridique, la rétroactivité n'est pas prévue. Autrement dit, les dispositions et les moutures de la loi ne joue que pour l'avenir. Voilà. La loi ne joue que pour l'avenir. Parce que si on faisait rétroagir la loi, ça veut dire qu'on ferait jouer ses effets dans le passé. Et ça aurait des conséquences quand même assez importantes. Donc, pour le moment, c'est l'option de la non-rétroactivité de la loi. La loi ne joue que pour l'avenir. Existe-t-il des pénalités ou bien des sanctions qui sont prévues également? Bien sûr. La partie législative, parce que les peines, il faut les mettre dans la partie législative. Les infractions, les sanctions, c'est dans la partie législative que ça a été mis. Et toutes les dispositions sont prévues pour qu'il y ait une sorte de répression, soit sous la forme d'amende, quand c'est une contravention, soit sous la forme de peine correctionnelle quand c'est un délit, parce qu'il n'y a que les deux niveaux là. Il n'y a pas encore une criminalisation des infractions. Je dirais malheureusement au Sénégal, peut-être qu'on va y arriver un jour. Mais au niveau des délits et des peines... Quand est-ce qu'on peut dire que ça c'est un délit ou bien... Un délit, c'est tout simplement le fait d'avoir violé une disposition qui est prévue par la loi et que le texte qualifie de délit. Voilà. Parce que vous savez, les infractions, il y en a trois sortes. Par exemple, sur le littoral? Les infractions, il y en a trois sortes. Vous avez les contraventions, c'est-à-dire c'est les infractions que les lois punissent des peines d'amende. Vous avez ensuite les délits, ce sont des infractions que les lois punissent des peines correctionnelles. Et c'est là qu'on peut faire l'emprisonnement, quelquefois. Et maintenant, il y a d'autres catégories d'infractions. Les crimes, c'est les infractions que les lois punissent des peines afflictives ou infamantes. Donc, dans le projet de loi littoral, il a été prévu les cas où la loi qualifie de délit et les cas où la loi qualifie de contravention. Mais ces dispositions s'appliquent sans préjudice du code pénal et du code de procédure pénale qui sont des dispositions en vigueur. En droit, vous savez, l'application d'un texte ne préjuge pas de celle des autres textes qui sont en vigueur. Autrement dit, même si cette loi entre en vigueur et le décret d'application est signé, il s'applique, il faudra tenir compte également des autres textes en vigueur, notamment le code pénal. Beaucoup de dispositions, beaucoup de sanctions sont déjà dans le code pénal et le code des contraventions. Alors, les amendes par rapport au littoral sénégalais, ça varie entre combien et combien? Les amendes sont très basses en termes de montant. Ça dépend des lois. Si vous comparez les amendes qui sont prévues dans le code de la route et ce qui est prévu dans le code forestier ou le code de la chasse, vous verrez que les montants ne sont pas très élevés. Par contre, il y a des cas où le législateur a prévu des amendes très élevées. Il peut y avoir des amendes qui dépassent le million, qui vont plus. Donc, il faut dissuader le délinquant. Il faut dissuader l'auteur de l'infraction. Et c'est à cela que la politique législative doit veiller et doit se consacrer en permanence. Je dois dire que une bonne politique pénale, une bonne politique législative, une bonne politique de l'environnement, elle doit périodiquement revoir, c'est-à-dire donc réviser les peines, les rendre plus dissuasives. Or, une peine n'est dissuasive que si le montant est élevé. Si ça ne permet pas de dissuader, ça ne servira à rien. Alors ça, c'est un peu, ça relève de la politique pénale. Il faut faire un peu la veille, c'est-à-dire observer les attitudes et les comportements des délinquants
Et quand je dis délinquants, ce n'est pas seulement les individus, c'est aussi les entreprises et les sociétés. D'ailleurs, les plus gros délinquants en matière d'environnement, ce sont certaines entreprises qui ont des acquis, qui ont des autorisations, qui agissent, mais qui, malheureusement, ne respectent pas quelquefois les dispositions en vigueur. Alors, en parlant de cette préservation du littoral par rapport à ce projet de loi sur le littoral, il y a également les lois coutumières qui sont là. Quels seront le rôle de ces lois coutumières dans la préservation de ce littoral? Alors, vous savez que le droit, il n'est pas seulement écrit, il est aussi oral. Et les droits coutumiers et les pratiques traditionnelles font partie du droit. Et en matière de littoral, les populations côtières ont depuis des générations un ensemble de pratiques, de traditions et de droits coutumiers qui s'appliquent. Bon, les populations qui vivent ces réalités le connaissent, elles le savent. Mais celles qui ne sont pas toujours informées ignorent comment ça fonctionne. Donc les droits coutumiers et les pratiques traditionnelles permettent de conserver des écosystèmes, permettent d'utiliser des savoirs traditionnels, des savoirs endogènes pour gérer la ressource. Je prendrai l'exemple en Casamance, par exemple. Chez les Diola, on parle de bois sacré, pas seulement chez les Diola, mais même dans certaines populations côtières ici à Dakar, les Lébous ont des sites où ils ont des pratiques, sites cultuels où ils ont des pratiques et qui sont utiles à la préservation des ressources naturelles et la biodiversité. Je pense que c'est de la conjonction de ces droits coutumiers et de la loi moderne. Quand j'entends loi moderne, c'est tout ce qui est écrit, constitution, convention, parce que les conventions, il faut les respecter. Et elles sont nombreuses. Et c'est de la conjonction de tout ça que le littoral peut être protégé. Mais il faut un travail de sensibilisation, un travail d'éducation, un travail de mise à niveau extrêmement important. Sans cela, tous les efforts seront vains. Je rappelle que vous êtes en train de suivre votre émission La Voix du Littoral. Vous pouvez appeler sur le 33 849 12 45 pour participer dans l'émission, poser une question ou bien faire une contribution. Nous sommes avec le professeur Ibrahim Mali. Il est professeur titulaire agrégé des universités du droit public et des sciences politiques également. Professeur, quand on parle de ce projet de loi sur le littoral, et on sait également qu'il y a beaucoup d'industries sur le long du littoral sénégalais, que peuvent être le degré de pollution des côtes? Oui, les côtes, c'est ce que je disais tout à l'heure en parlant des délinquants. Il n'y a pas que les individus. Il y a aussi les entreprises et les sociétés. Bon, on ne va pas citer une société ou une entreprise, mais retenez simplement que sur le littoral, beaucoup de pollutions, ce qu'on appelle les pollutions d'origine tellurique. Les pollutions d'origine tellurique sont celles en provenance de la terre et qui vont vers la mer. Les entreprises ont une part importante de responsabilité dans cette forme de pollution. Mais il n'y a pas que les entreprises, il n'y a pas que les industries. Les individus également, les familles et certains groupes sont aussi responsables. Alors, il y a deux situations. La première situation, c'est que beaucoup d'industries ne respectent pas les obligations qui ont été prévues. Et où, même si elles sont au courant des obligations qui leur incombent, il y a des tentatives pour contourner la loi et ne pas la respecter. Et ça peut paraître curieux de la part d'une entreprise qui a reçu une autorisation en bonne et due forme de ne pas tout à fait respecter les dispositions de la loi. La seconde situation, c'est des populations qui sont mal informées, qui ne sont pas au courant et qui vous répondent toujours qu'elles ont l'habitude de se comporter comme cela depuis des générations. Et il faut apprendre à ces populations à respecter les règles désormais et surtout les sensibiliser pour leur faire comprendre que ces règles ont été définies dans leur intérêt, dans l'intérêt de l'écosystème. Parce que si l'écosystème est bien préservé, elles pourront en profiter de manière bénéfique. Et que si l'écosystème est dégradé, est pollué, elles seront les premières à en souffrir. Dans un écosystème pollué, vous avez souvent la cohabitation d'industries et de populations riveraines.
ceux qui en souffrent le plus, c'est les populations riveraines. C'est l'exemple de la baie de Anne. Elles souffrent plus parce que souvent, c'est des familles démunies qui n'ont pas les moyens et qui n'ont pas toujours la possibilité d'attendre les réponses aux recours introduits devant les États, devant le gouvernement ou devant les autorités compétentes. Les industries, elles souffrent aussi, certes, mais elles ont plus de capacité de résilience et de résistance pour se prendre en charge en attendant qu'une solution soit prise. Donc, en termes de vulnérabilité, les populations sont les plus fatiguées, si on peut dire un peu. Je pense qu'il faut tenir compte de cet aspect. Je rappelle que vous êtes en train de suivre votre émission La Voix du Littoral. Vous pouvez appeler sur le 33 849 12 45, faire une contribution ou bien poser une question par rapport à notre thématique d'aujourd'hui, la loi sur le littoral avec le professeur Ibrahim Ali. Il est agrégé et professeur titulaire des universités. Professeur, en parlant de cette dégradation des côtes par rapport à l'apport que peut être ce projet de loi, quels sont les blocages pour ce projet? Alors, j'imagine que vous voulez demander pourquoi jusqu'à présent elle n'est pas adoptée. C'est ça le problème. Parce que le problème qui se pose, on attend depuis des années, c'est plus d'une dizaine d'années, Oui. et que jusqu'à présent, on n'a pas vu le projet de loi. Alors, je crois que c'est l'administration chargée de la mise en œuvre de ce programme qui est mieux placée que moi pour vous dire la raison pour laquelle ce projet n'est toujours pas adopté. Mais vous êtes dans l'élaboration du début jusqu'à la fin. Oui, je peux vous dire que depuis le début du processus, les échanges ont été faits. Toutes les phases, toutes les étapes. Ce projet a été discuté, échangé, validé. Il est allé jusqu'au secrétariat général du gouvernement. Et ce que je peux dire, c'est que toutes les phases ont été pratiquement, je dis bien les phases administratives et techniques. Parce que vous savez, pour adopter une loi, il y a la phase technique où les experts, les administrations échangent sur ce qu'ils pensent devoir mettre dans la loi. Mais, après avoir mis ces dispositions dans un corpus, il y a l'autre étape qui consiste à échanger avec les autres administrations. Tout à l'heure, je vous parlais de l'aménagement du territoire, l'industrie, les collectivités, la pêche, le tourisme, l'urbanisme. Mais il faut que toutes ces structures examinent cela et regardent et donnent une caution scientifique et administrative. Pourquoi ? Parce qu'on a des textes sur l'aménagement du territoire. On a un plan national d'aménagement du territoire. On a même récemment, en 2021, une loi d'orientation sur le développement durable du territoire. Ça veut dire que il ne faut pas que la loi littorale, en entrant en vigueur, soit en contradiction avec ces textes extrêmement importants pour les autres administrations qui sont chargées d'exécuter leur politique dans ce domaine. Là, vous évoquez des enjeux qui sont énormes, peut-être. Ah si, ça c'est peut-être des blocages également. Je ne parlerai pas de blocage, je parlerai plutôt d'arbitrage pour faire les bons choix. Et ça a été fait et ça continuera d'être fait. Et je dois vous dire que même quand une loi est adoptée et qu'elle entre en vigueur, ou même un décret qui a été signé, il est entré en vigueur, au bout d'un certain temps de pratique, on peut constater s'il y a des nécessités de revoir la loi pour apporter des modifications. Vous avez vu, au plan politique, même le code électoral, même la Constitution, avec une pratique, on constate qu'il y a nécessité de faire des réglages. Donc, c'est la même chose pour l'environnement. Et la loi littorale, si, j'espère bien que ça va être fait, si c'est adopté, certainement on aura un temps d'examen et de vérification de la bonne synergie qui est espérée, qui est attendue à travers les dispositions de la loi. Maintenant, si on constate qu'il y a encore des réglages à faire, il faudra le faire. Parce qu'une loi n'est pas adoptée de manière définitive. On peut la réviser. Et la révision se fait selon le même processus que la loi a été adoptée.
C'est ça le principe du parallélisme des formes. Donc, on va respecter ça et on attendra. Mais pour le moment, l'urgence, c'est d'abord de terminer la phase administrative et d'aller vers la phase législative et adopter cette loi. Et mais là, je ne peux pas vous dire... également, professeur, la Convention d'Abidjan pourrait nous aider pour la préservation du littoral. La Convention d'Abidjan, elle est prise en compte très largement dans le projet de loi littoral. D'ailleurs, le projet de loi littoral est une loi d'application de la Convention d'Abidjan. La loi littoral, tout comme les autres lois, a été adoptée et on a veillé pendant toutes ces années, on a veillé à ce que les dispositions de la loi soient en conformité avec la Convention d'Abidjan. Maintenant, il y a quelquefois des arbitrages qui doivent être faits. Une loi peut être conforme à la Convention internationale, mais entraîner des conséquences dans la synergie entre les institutions nationales. Cela peut arriver. Et quand cela arrive, comme en droit, la primauté revient à la Convention est supérieure aux lois, il faudrait qu'on prenne le temps de corriger les dysfonctionnements internes qu'on aura constatés du fait de l'application des provisions de la Convention d'Abidjan. Et ça demande un travail. Par rapport au protocole. Ça demande un travail. Non, quand je dis Convention d'Abidjan, c'est à la Convention et les protocoles. Les protocoles. Parce que les protocoles complètent la Convention. Il faut vérifier tout cela. Mais ça ne peut pas se faire seulement dans des 2, 3, 4 réunions. On vote la loi, c'est publié au JO et c'est terminé. Non. C'est comme chez les médecins, après avoir soigné le malade, vous dites rentrez à la maison, mais il y a un temps d'observation. Et vous revenez chez le médecin pour qu'on contrôle un peu. C'est la même chose. La loi, quand elle est votée, elle est en vigueur et qu'on l'a appliquée pendant un certain temps, on observe comment le fonctionnement des organes se fait. Est-ce qu'il n'y a pas de dysfonctionnement? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à changer? Et si c'est le cas, il faudrait encore apporter des changements. En général, qu'est-ce qui peut créer ces dysfonctionnements? Vous savez, le littoral est un enjeu de taille. Il y a beaucoup d'acteurs. Tout à l'heure, je crois qu'on en a parlé, il y a plusieurs acteurs. Si on les énumère, ils sont nombreux. Vous avez la pêche, le tourisme, l'aménagement du territoire, les collectivités territoriales, l'urbanisme, la construction, le tourisme, etc. Les arbitrages doivent être faits par l'État. Parce que toutes ces structures qui sont là, dans le cadre de ces ministères, agissent pour l'État. Tout ça, c'est l'État. Donc, c'est à l'État de faire un peu cet arbitrage. C'est pour ça, quand la mouture a été consolidée, on l'envoie au secrétaire général du gouvernement, qui observe, qui vérifie, et qui a pour rôle, au sommet de l'État, de voir un peu s'il n'y a pas de contradiction avec les autres textes déjà en vigueur. Parce qu'il y a des règles qu'on doit respecter dans la rédaction et l'entrée en vigueur des textes, aussi bien législatifs que réglementaires. Il y a des dispositions en vigueur pour ça. Donc le secrétaire général du gouvernement veille à cela. Et quand il constate des dysfonctionnements ou des éléments à corriger, il renvoie la mouture encore au comité qui est chargé avec l'OBACA, le ministère de l'Environnement et tous les ministères concernés, de revoir cela rapidement. Mais il peut arriver maintenant qu'on n'arrive pas à trouver un consensus, et là c'est l'État qui doit prendre une décision. Pourquoi je dis qu'on n'arrive pas quelquefois à trouver de consensus? Parce qu'il y a des enjeux. Les enjeux sont très importants. Ils sont d'ordre administratif, il faut les revoir, d'ordre financier, d'ordre politique. Et au finish, c'est l'État qui doit décider. L'État prendra une décision et je pense que c'est ça qu'on attend actuellement pour qu'on puisse voir le bout du tunnel. Je rappelle que vous êtes en train de suivre votre émission La Voix du Littoral et que vous pouvez appeler sur le 33 849 12 45 pour faire une contribution ou poser une question par rapport à notre thématique d'aujourd'hui, la loi sur le littoral avec le professeur Ibrahim Maldi. Professeur, on sait que dans tout ce qui est projet de loi par rapport à l'application, le décret d'application, tout a été élaboré. Maintenant, il y a la société civile qui était impliquée dedans. Il y a plusieurs entités, des administrations,
de l'infrastructure que vous venez de l'aménagement du territoire. Toutes ces entités ont été concernées par ce projet de loi dans l'élaboration. Mais le projet de loi même a été confié par le ministère de l'Environnement. Quel a été le rôle joué par le ministère de l'Environnement dans ce processus d'élaboration? C'est tout simplement une question d'organisation administrative interne à chaque État. C'est-à-dire que pour le programme WACA, qui comprend plusieurs États, on en a parlé, chaque État a confié la gestion du programme à un ministère et à l'intérieur de ce ministère à une direction précise. C'est le cas au Sénégal avec la direction de l'environnement et des établissements classés. Mais vous savez, dans ce genre de programme, les directions et les structures ministérielles ne travaillent pas en vase clos. C'est impossible d'ailleurs en matière d'environnement parce que l'environnement est très transversal et le littoral est transversal. Le littoral est l'un des secteurs les plus caractéristiques des problèmes d'environnement. Donc, c'est simplement cela qui explique que le ministère de l'Environnement assure un peu la coordination technique. Mais, à côté du ministère de l'Environnement, vous avez tous les autres ministères qui interviennent. Et je peux vous dire que toutes les sessions, toutes les séances de travail que nous avons eues, la collaboration s'est faite en parfaite synergie. Et bon, quelquefois, bien sûr, il y a quelques difficultés où il y a des enjeux qu'on met sur la table et qu'on explique. Voilà, donc on échange, on discute et puis on trouve une solution. Ça, c'est dans toute procédure législative ou réglementaire. Vous ne verrez pas un texte qui passe comme cela, comme lettre à la poste, où il n'y a aucun enjeu, aucune question, aucun arbitrage. D'ailleurs, plus il y a d'arbitrage et d'enjeux, plus la loi est importante. Et c'est ça qui explique le retard de la loi littorale. De cette loi. Alors, professeur Ibrahim Ly, je vous remercie. Votre mot de la fin? Je vous remercie beaucoup pour l'invitation. Je pense que cet échange aura permis de comprendre les enjeux de la loi, du projet de loi littoral, parce que pour l'instant, ce n'est qu'un projet. Et on espère que avec les mois, les semaines et les années à venir, cette loi sera en vigueur au bénéfice du Sénégal. Je tenais à vous remercier pour votre invitation. Merci beaucoup, professeur. Nous vous remercions. Merci également à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi cette émission. Je rappelle que l'émission portait sur le projet de loi sur le littoral et nous avions comme invité le professeur titulaire des universités, professeur Ibrahim Ly. Il est agrégé de droit public et sciences politiques. Merci également à la technique gérée par Mouche Fall. Merci, à la semaine prochaine. La voix du littoral. La voix du littoral. La voix du littoral. Érosion côtière, inondations, pollution des côtes, des phénomènes qui dégradent nos côtes et menacent notre cadre de vie. Le programme de gestion du littoral ouest-africain WACA. Dans une émission radio, La Voix du Littoral donne la voix au peuple et apporte des solutions avec WACA. C'est tous les 15 jours, un samedi sur deux, de 11h à midi, sur la RSI, Radio Sénégal International, pour débattre des problèmes du littoral. Avec WACA, œuvrons ensemble pour la résilience des communautés côtières. Des émissions qui sont sponsorisées par la Banque mondiale et les partenaires du WACA sur la RSI, Radio Sénégal International, 92.5. ñëw na Sénégal Côte d'Ivoire ak Bénin